Quel combat de folie! Incroyable! Anticipable que ce soit beau, mais alors là, ça a délivré de dingue. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Dis-le moi directement dans mes commentaires afin que je fasse mon récap ultra à chaud. Alors, petite précision, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, en général, c'est quand même plus qualitatif que ça. J'ai mon micro, donc le son est de meilleure qualité, je me suis mieux préparé, etc., etc. Mais là, il est 7 heures et à 8 heures, je vais être parti de chez moi. Donc, le temps d'enregistrer, de faire le montage, impossible pour moi de l'upload et je reviens pas de la journée. Et le dimanche, il faut que je fasse ma vidéo. Donc là, je fais un rapide récap uniquement sur le main event. Je vais vous avouer, je vais t'avouer, comme j'ai fait une nuit blanche, pardon, comme j'ai une grosse journée aujourd'hui, j'ai pas fait de nuit blanche, je me suis réveillé juste pour TJ Dillashaw contre Cory Sandhagen, donc je vais parler uniquement de ce combat. Il y a juste un truc que je suis allé voir sur Wikipédia, j'ai voulu m'assurer que c'était bien le Fight of the Night, et ça l'est même pas. Alors je me demande ce que ça a donné le Common Event, j'ai super hâte de le découvrir, mais il y a des priorités dans la vie, et la priorité, mon gars, c'est toi. Je vais d'abord faire ma vidéo, et puis je regarderai dans la journée le reste de la carte. Alors, j'ai pris des petites notes pendant le combat parce que je savais que j'allais faire une vidéo, probablement. Évidemment, c'est une décision, donc il y a beaucoup à dire. Première chose, le premier round commence et nous donne déjà un indicateur que les deux athlètes sont venus ultra bien préparés. L'un comme l'autre. On a un TJ Dillashaw qui met une pression directement, ce qui était bien réfléchi, j'en avais parlé dans ma preview. Si tu n'as pas vu ma preview, va la voir. Et comme ça, si c'est la première fois que tu vois une vidéo ici, tu verras la qualité habituelle. On a un Cory Sandhagen qui bouge bien. C'est lui qui commence avec les low kicks. Et les low kicks de TJ Dillashaw viennent un peu plus tard. Très bonne idée, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On l'avait dit, face à un combattant qui se déplace beaucoup, les jambes sont les cibles les plus faciles à atteindre. Et en plus de ça, ça réduit le mouvement. On l'a vu évidemment avec un TJ Dillashaw qui en a envoyé blindé. Je pense qu'il y a plus de 40 low kicks qui ont touché. Et un Cory Sandhagen qui, par moment, en tout cas surtout dans le troisième round et un peu dans le quatrième round, montrait qu'il commençait à avoir du mal à se déplacer correctement. Il a bien adapté son jeu, je vais y revenir après. Euh, il y a des superbes attaques de TJ en shift, notamment une attaque où il fait une feinte de takedown et puis il shift pour envoyer un cross. On voit que Cory Sandhagen, il garde le poker face, mais il ne sait pas ce qui l'a touché. Il est perdu à ce moment-là, il fait ouais, qu'est-ce qui s'est passé. C'était assez marrant à voir. Je crois que je vais refaire une vidéo sur ce combat avec des images du combat pour bien analyser certains moments parce que c'était juste, il y a trop à dire. Ici, j'ai des notes, mais voilà, le genou sauté, évidemment, il tombe en reverse, en inverted triangle, c'était dingue. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il finalise pas son triangle inversé. Je pense simplement c'est parce qu'il est très grand et moi aussi je le suis. J'adore le triangle classique puisqu'il y a très facilement moyen de trouver l'angle pour finaliser. Mais le triangle inversé c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est grand. Quelqu'un qui a des plus petites jambes aura beaucoup plus facile à le finaliser. Un truc que j'ai adoré et que je pense pas que les commentateurs aient relevé ça. Ils ont relevé que potentiellement le genou de TJ Dillashaw avait pop à ce moment-là, mais on avait tout à la fin, pas tout à la fin, mais quand il restait une minute dans le premier round, Cory Sandhagen avait un leg entanglement, donc on peut dire qu'il attaquait plus ou moins la jambe, et à partir de là, il envoyait un up kick. C'était super bien pensé. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Des très beaux contre du côté de Cory Sandhagen, son darting cross. Comment expliquer? C'est quand il envoie un cross, il laisse sa jambe arrière devenir celle d'avant, de devant, pardon, et puis il repart sur un angle. Donc ses jambes sont comme ça. Il envoie son bras arrière, il marche et puis il rebondit vers l'arrière en faisant un genre de V-shift. C'est quelque chose que Dominic Cruz utilise beaucoup et Cory Sandhagen l'a beaucoup utilisé dans le premier round. C'était très très beau. Et alors les cranberry rolls en guise de défense de takedown, c'est toujours beau à voir. Je pense qu'il y en a un, le deuxième qui l'a fait, ça a un peu sonné TJ Dillashaw. Donc bref, tout ça pour dire, premier round, on voit que les deux sont ultra bien préparés. On a un TJ qui, bon, il obtient un premier takedown sur le genou sauté, donc c'est pas vraiment une amenée au sol, mais on voit qu'il avait l'intention d'intégrer la lutte dans ce combat, puisque plus tard dans le premier round, il avait initié en lutte. Il avait feinté en lutte pour attaquer en pied-point. C'était très bien pensé. Donc, du côté de TJ Dillashaw, on avait une intention de foutre la pression, d'attaquer les jambes,
de lutter et de menacer la lutte pour attaquer en striking. Toutes des bonnes idées. Du côté de Cory Sandhagen, on avait l'intention de beaucoup bouger, de ne pas se faire mettre sous pression. D'ailleurs, la façon dont il récupérait le centre, c'était il utilisait un genre de jeu de jambes sous pression pour récupérer le centre. Ça, c'est du high level. Ça, c'est du très très high level. Il est sous pression, il sait que ça va lui poser problème sur le long terme. Dès qu'il peut, il reprend le centre et il garde le centre. C'est pas qu'il reprenait le centre et puis il reculait jusqu'à la cage en se laissant mettre sous pression. Il reprenait le centre et il essayait tant que possible de garder le centre. Donc je disais que Cory Sandhagen, il est venu aussi avec une stratégie de low kick. Il est venu avec une stratégie où il voulait établir son jab et son cross, où il voulait casser le rythme de TJ Dillashaw dans ses attaques pendant ses shifts. Les deux sont venus avec un très bon game plan. Les deux ont eu de très bonnes adaptations dans le combat. Comme c'était prévisible, on avait un combat avec deux des meilleurs athlètes de la division, deux des meilleurs athlètes du moment. Et comme pour Robert Whittaker contre Romero à l'époque, comme pour Max Holloway contre Dustin Poirier, ça a donné des combats qui étaient à la fois chouettes à regarder pour le fan de violence et encore plus chouette à regarder pour les fans de stratégie. C'était qualitatif. C'est juste ça le mot. Premier round. J'ai vu que tout le monde le donnait à TJ Dillashaw, tous les juges. Je crois que sur Twitter, tout le monde aussi, j'ai un peu regardé vite fait. Moi, je trouve que c'est très serré comme round. Je le donnais aussi à TJ, mais j'aurais pas été choqué de le voir donner, enfin de voir des juges le donner à Cory Sandhagen. Parce que certes, TJ, il y a du contrôle. Il a fait des belles choses, hein, il a bien touché avec des low kicks, il a bien touché en pied-point, etc. Mais les coups les plus significatifs du round restent pour Cory Sandhagen. Son genou sauté notamment, c'est le coup du premier round, mais même de manière générale, le reste s'équilibrait. Mais le contrôle de TJ Dillashaw au sol, est-ce que c'était vraiment du contrôle? Puisqu'il avait tout le temps une jambe prise, Cory frappait d'en dessous. La tentative de soumission, c'est le triangle inversé, c'est du effective grappling. Et pour rappel, le premier critère, c'est effective striking et effective grappling. Est-ce que le grappling de TJ Dillashaw était plus efficient que celui de Cory Sandhagen? Je ne suis pas certain. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus que c'est lui qui domine les échanges au sol. Donc voilà, après, je suis d'accord. Hein, TJ prend le premier pour moi. Mais je suis surpris que personne n'ait mis d'argument par rapport à Cory, parce que pour moi, il y avait des arguments pour éventuellement le donner à Cory Sandhagen. Bref, premier round, TJ Dillashaw, 19. Deuxième round. Je regarde mes notes, c'est peut-être un peu chiant de regarder comme ça. Ouais, directement, TJ Dillashaw met de la pression à Cory Sandhagen. Il était inquiet de son genou, donc c'est une très bonne idée évidemment. Si on reste à distance de pied-point, il va devoir beaucoup se déplacer. Là, il met la pression, il vient lutter à la cage. Très très bien vu de TJ Dillashaw. Mais Sandhagen montre une incroyable défense à la cage. C'est pas qu'il était juste en train de défendre passivement. Il cherchait à sortir, un peu comme Max Holloway fait beaucoup. Il n'a pas fait une sortie à la Max Holloway, il a fait un double changement de hanche pour sortir, il reprend directement le centre. Superbe. Du coup, TJ Dillashaw, à mon avis, il se rend compte que ça va lui demander beaucoup d'énergie de chaque fois casser la distance, lutter à la cage, et puis ça va être frustrant aussi de ne pas savoir ramener au sol. Donc il essaye quand même de rester debout, d'envoyer des techniques en pied-point. Et là, à mon avis, il se rend compte que son genou, c'est pas si grave que ça. Et donc il réadapte. Donc ça, c'est très bien. Mais, et le knockdown de Cory Sandhagen est malade. On a un TJ Dillashaw qui esquive très très bien, qui bouge bien le buste. Et ça, je le dis souvent. Là, Cory Sandhagen, il visait pas là où la tête était, mais là où la tête allait être. Donc si la tête elle est vers le téléphone qui me filme, je vais viser là. Mais si je sais que mon adversaire il va bouger de gauche à droite, plutôt que viser vers la caméra, je vais viser vers là où je pense que mon adversaire va anticiper l'esquive. C'est ce que Cory Sandhagen a fait. Il score un flash knockdown là-dessus. Très très beau. J'ai vraiment adoré dans ce round l'adaptation de Cory Sandhagen qui, au lieu de bêtement reculer, je vais pas dire bêtement, au lieu de simplement reculer jusqu'à la cage et puis être forcé de faire quelque chose une fois qu'il y était, il faisait des mini step back et pendant ces mini step back, soit il envoyait un jab, soit il envoyait un cross et ça cassait complètement le rythme et les attaques de TJ Dillashaw. Donc là, dans le deuxième round, on avait vraiment, je vais pas dire un momentum shift parce que je vais pas dire que dans le premier, le momentum était pour TJ, c'était une lutte,
c'était relativement équilibré. Et dans le deuxième, on voyait que ça commençait à partir du côté de TJ Dillashaw, pardon, de Cory Sandhagen. Et je trouve qu'on sent, et d'ailleurs à la fin on le sent, TJ Dillashaw se sent moins à l'aise, il trouve plus son rythme, alors que Cory trouve très très bien le sien. Et du coup, intelligemment, de nouveau, TJ, quand il se sent moins à l'aise, il lutte à la cage, ce qui est de nouveau une bonne adaptation, parce que quand la direction du combat va vers son adversaire, c'est toujours une bonne idée d'aller dans une position neutre. Donc là, il est allé lutter à la cage, il est allé un peu casser le rythme comme au foot quand ben, voilà, l'autre équipe commence à mettre la pression, mettre la pression, mettre la pression. Si on a une rentrée en touche pour nous, ben, on va essayer de gagner du temps là-dessus pour casser le rythme. C'est pas de l'anti-jeu, pas du tout. Surtout pas en MMA, en foot peut-être parce que c'est un moment inactif du match, mais en MMA, il n'y a pas de moment inactif. Tu provoques une inactivité, ce qui reste quelque chose de compliqué et de dangereux à faire. Donc là, TJ s'était très bien vu pour finir le deuxième round. Je pense qu'il savait qu'il le perdait celui-là. Et donc il s'est dit, ok, je vais le perdre, mais je vais un peu saper le moment de Cory Sandhagen en bloquant à la cage pour revenir dans un esprit neutre dans le troisième. Donc deuxième round, je pense que là, il n'y a aucune discussion. C'est pour Cory Sandhagen. Donc selon moi, 19-19 à l'entrée du troisième. Troisième round. Alors là, c'est TJ Dillashaw qui fait les adaptations nécessaires. Pourquoi? Parce que Cory Sandhagen n'a pas spécialement d'adaptation à faire. Il vient de faire un round quasi parfait pour lui. TJ arrive, pression, lutte à la cage et surtout, beaucoup de low kick. Beaucoup de low kick. Même quand Sandhagen switchait. Le premier réflexe de Sandhagen quand il prenait beaucoup de coups à sa jambe avant, c'était de switcher. Mais du coup, sa nouvelle jambe avant prenait beaucoup de coups aussi. Et donc ça, c'était très bien joué de la part de TJ Dillashaw. Mais je crois que c'est très énergivore. On ne dirait pas, mais envoyer des low kicks, ça prend... Enfin, on ne dirait pas. Si on sait, envoyer des low kicks, c'est plus fatigant qu'envoyer juste de l'anglaise, en quelque sorte. Donc, ça a bien fonctionné sur le début du troisième round. Et à partir d'un moment, Cory Sandhagen voilà, le combat lui file entre les mains. Donc c'est marrant, on arrive dans le troisième round. Je pense qu'on se dit tous, ah ben ok, ça va aller en direction de Sandhagen. Et puis dans la première minute 30 du troisième round, on dit, ah ben non, ça va complètement à l'avantage de TJ Dillashaw maintenant. Et en fait, dans ce troisième round, Sandhagen, il était super bon dans la simplicité. Ses jabs, ses crosses, très efficaces. Mais par contre, il a quand même essayé pas mal de spins, hein, des spins en spin coude, spin point. Ça n'a pas très bien fonctionné. Et puis, il a fait une deuxième erreur. Il l'avait déjà faite dans le premier round, je pense. Il a envoyé un spinning wheel kick vraiment pas au bon moment. Ça a permis à TJ Dillashaw d'amener ça au sol. Et ça m'a fait vraiment penser à à Chris Weidman contre Luke Rockhold. Sauf que là, les conséquences n'étaient pas aussi graves, on va dire. Mais ça montrait peut-être un petit manque de sang-froid ou de jugeote ou de lucidité, on va dire ça. Dans ce troisième round, Sandhagen, je pense que mentalement, il s'est dit, ok, ça va, c'est bon, je suis dedans, je vais aller vers la victoire. Et il a été surpris que TJ Dillashaw bull rush littéralement d'énergie et de bonnes adaptations dans le troisième round. Et à mon avis, mentalement, ça l'a un peu cassé et il a fait une erreur. Troisième round, personne ne discute, je ne discute pas non plus. 19 pour TJ Dillashaw, 29-28 pour lui à l'entrée du quatrième. Quatrième round. Gros momentum shift au tout début. Au tout début, gros momentum shift. Là, vraiment, ça va, la première minute, totalement à l'avantage de TJ Dillashaw. Beaucoup de pression, il continue sur les low kicks, il n'arrête pas avec les low kicks. Et il varie en plus son jeu, il feinte les low kicks pour attaquer en anglaise, il attaque en anglaise pour attaquer les low kicks. Bref, on voit un Cory Sandhagen qui est légèrement perdu sur la première minute. J'ai bien sur la première minute. Après ça, il continue cette pression. On a de nouveau un clinch à la cage. Et souvent, sur les clinches à la cage, Cory Sandhagen gardait un contrôle de poignet qui lui permettait de reprendre le centre et aussi d'avoir ce hand trap. Il a fait des belles choses avec ce hand trap pendant tout le combat. Je vais y revenir quand je ferai ma vidéo avec les vidéos. Et là, après la sortie du clinch à la cage, je pense qu'il restait 3 minutes ou 3 minutes 30. Là, on a de nouveau un combat qui partait vers l'avantage de TJ Dillashaw et qui revire plutôt
en faveur de Cory Sandhagen. C'était vraiment super beau. Le spin à reculons de Cory Sandhagen, c'est juste magnifique. Et là aussi, je trouve qu'il cassait très très bien le rythme avec ses jabs en reculant de TJ Dillashaw. Et TJ Dillashaw, je pense que lui aussi, dans sa tête, il était ok, maintenant j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé mon timing, j'ai trouvé mes méthodes pour mettre en difficulté mon adversaire. Et puis, je vais pas dire soudainement, mais sur la fin du quatrième round, eh ben, ça fonctionnait plus. Donc, il y a eu des bonnes adaptations du côté de Cory Sandhagen. Alors, c'est ici où le combat se joue, je pense. C'est sur le quatrième round, si je me souviens bien. Moi, je le donne à Cory Sandhagen. Certes, il s'est fait beaucoup toucher aux jambes. J'ai vu dans les stats, je pense que c'est considéré que TJ Dillashaw a 1 minute 40 de contrôle. Alors même si c'est un back control debout, il en fait strictement rien. Il n'y a rien du tout qui a été fait de ce back control. Il y a grappling efficient à peine et en tout cas il n'y a aucune frappe. Donc difficile à scorer, je le conçois. Moi j'aurais pas eu trop de mal à le donner à Cory Sandhagen. Je comprends l'argument pour TJ Dillashaw. Donc là en fait la réalité c'est que pour moi on arrivait à égalité dans le cinquième round et en fait deux juges. Non, je sais même plus en fait. Pour certains juges, à mon avis, c'était déjà 3-1 à ce moment-là, et donc le combat était joué à moins d'un finish pour TJ. Et donc on arrive dans le cinquième round, et là, magnifique adaptation de Cory Sandhagen qui se disait, la dernière fois qu'il y a eu un momentum shift pour TJ Dillashaw, c'est au moment où il est arrivé, il a envoyé plein de low kicks et tout se touchait. Ce que Cory a fait, c'est se déplacer du côté opposé de la jambe arrière de TJ Dillashaw. Donc si TJ Dillashaw était en droitier, Cory Sandhagen allait partir sur la gauche de TJ Dillashaw. Pourquoi? Parce que s'il part vers la droite, c'est là où les low kicks sont en collision. S'il part vers la gauche, c'est là où le low kick va devoir faire plus que 180 degrés d'amplitude. Moi, j'aime bien travailler avec des angles. Quand je suis face à mon adversaire, si j'envoie ma jambe arrière vers sa jambe avant, je dois même pas faire 180 degrés. Mon amplitude, ce sera, je crois que je vais toucher ma cible après 160 degrés, 150 degrés de mouvement. Ce qui veut dire que ma jambe sera encore en accélération à ce moment-là. Si mon adversaire se déplace et que ma jambe doit faire 180 degrés, je serai plus spécialement en accélération, donc il y aura moins d'impact. Et si en plus de ça, mon adversaire se déplace par là, ben, je ne sais pas combien de degrés je vais devoir faire, mais je dois potentiellement faire plus que 180 degrés. Et en plus de ça, le low kick sera un peu amorti parce qu'on rejoint le mouvement de l'adversaire. Et donc ça, c'est très très bien pensé. Vraiment bien pensé de la part de Cory Sandhagen parce que ça a enlevé l'envie à TJ Dillashaw de continuer à envoyer des low kicks parce que c'était pas le bon moment. Il allait être déstabilisé. Même si ça touche, ça fait pas mal. Et en plus de ça, ça demande plus d'énergie de faire 190, 200, 210 degrés pour toucher que de faire 120, 140, 150. Donc ça, c'est une très bonne adaptation, ce qui lui a permis de se réimplanter complètement dans le combat. Et là, pour moi, dans le troisième round, ce qui a vraiment marqué mes esprits, c'était les crochets au corps de Cory Sandhagen. Il en a envoyé un et on a vu clairement TJ Dillashaw avoir une réaction, pas de poker face. Ça a sapé son énergie. Et je ne vais pas dire que c'était une bonne adaptation parce qu'il a envoyé plusieurs body shots dans le combat, mais là où il en a envoyé le plus, si je ne me trompe pas, j'ai pas les stats ici, mon PC est juste là, mais je ne sais pas y accéder pour vérifier. C'était dans le troisième round. En tout cas, il en a envoyé minimum 3 crochets au corps dans le troisième round, dans le quatrième round, dans le cinquième, dans le dernier round, pardon, et un genou aussi au clinch. Et puis de nouveau, ce jab, ce cross à reculons pour casser le rythme. Le cinquième, je ne sais plus maintenant si c'est dans le quatrième ou le cinquième round que les gens hésitent, mais pour moi le cinquième round c'était clairement à l'avantage de Cory Sandhagen. Je ne me trompe pas. Donc moi en sortant du combat, je m'attendais à une... Je ne vais pas dire que je m'attends à une split, sinon ça veut dire que je suis schizophrène. Sinon ça veut dire que j'ai 3 personnes dans ma tête et qu'il y en a 2 qui ne sont pas d'accord avec l'autre. Mais je concevais que les juges allaient peut-être avoir une vue différente sur les scorings. Je m'attendais à des 48-47. Pour moi, j'avais 48-47 pour Cory Sandhagen. Il y a 2 juges qui ont vu 48-47 pour TJ Dillashaw. Est-ce que c'est un vol? Non. Non, c'est pas un vol, pas du tout. C'était un combat où il y avait beaucoup de momentum shift. C'est un combat où il y a pas mal de rounds qui sont serrés.
C'est un combat où il y a des rounds qui sont clairs. Le troisième est clairement pour TJ, le deuxième est clairement pour Cory Sandhagen. Le premier est plus ou moins clairement pour TJ Dillashaw. Il y a un mini argument pour Cory Sandhagen, mais ça a vraiment du sens que ça aille vers TJ. Le 4 et je pense que le 5 est clairement pour Cory Sandhagen. Et puis, du coup, ça fait 2-2. Enfin voilà, bref. Il n'y a pas plus de débat à avoir là-dessus, même si ça a un gros impact sur la carrière, parce que potentiellement, c'était un combat où le gagnant devient le number one contender. Mais voilà, Cory Sandhagen perd, c'est pas une grosse défaite. Pour moi, il doit rester dans le top de ce classement. Il doit même pas. En fait, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que TJ va juste rentrer là où Cory est. Du coup, Cory va perdre une place, mais il n'y a personne qui va. Il n'y a pas celui en dessous de Cory, je ne sais pas qui c'est, qui va dépasser Cory sur cette défaite. Ça n'aurait pas de sens parce qu'encore une fois, une split decision, tu as gagné aux yeux de certaines personnes. C'est ça qui est difficile. C'est pas une. C'est bizarre ce que je veux dire. Une split decision n'est pas une vraie défaite parce que c'était tellement serré que certains te voient gagner et d'autres te voient perdre. Ça dépend juste de quelles trois personnes sont sur le coin de la cage. C'est juste ça. Tu remplaces même une personne qui t'a vu perdre par une personne qui t'a vu gagner, eh ben c'est toi qui gagne. Donc les split decisions c'est toujours difficile à avaler, surtout quand c'est en général, les split decisions, il y a toujours moyen de, après coup, regarder le combat et faire un argument. Tiens, non, moi je trouve que j'ai gagné parce qu'on on a envie de se voir gagner, donc on regarde avec un œil particulier. Avant de faire la vidéo, j'ai regardé sur mmadecisions.com. Je dirais qu'il y a entre 65 et 70, entre 65 et 70% des médias qui donnent la victoire à Cory Sandhagen, 30 à 35% des médias qui donnent la victoire à TJ Dillashaw. Donc encore une fois, pas un scandale. Chez les médias aussi, c'est split. Chez les fans aussi, c'est split. J'ai vu des fans donner 4-1 à TJ. J'ai vu plein de fans qui trouvaient ça normal. J'ai vu pas mal de fans qui comprenaient pas la décision et qui pensaient que Cory avait gagné. Donc on est dans une split classique. J'ai pas envie de débattre là-dessus. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'ils nous ont offert un combat de ouf. C'était tellement appréciable. J'espère que tu as apprécié aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vais clôturer ici. J'en ferai probablement une autre sur ce combat-là, plus technique avec des images du combat. Et je vais probablement refaire un récap. Je vais regarder l'UFC ce soir, à mon avis. Et peut-être que dans la semaine, si j'ai du temps, je ferai un récap si ça en vaut la peine. Et je pense que oui, parce que si ce combat n'est pas le fight of the night, comme je disais, et j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire que c'était incroyable. Bref, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas like encore, like. Pas de dislike, s'il te plaît. Si tu n'as pas aimé, un commentaire constructif. Si c'est à cause du son, ça sert à rien. D'habitude, j'ai un micro. Commente, référence. Et si c'est vraiment bien, partage. Mais celle-ci, je ne vais pas trop amener à partager parce que sinon, les gens risquent de croire que c'est mon style de vidéo. Et en général, c'est mieux que ça. Bonne journée, bon dimanche à toi. Ciao, ciao.